Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle, est ce matin l'invitée de France Inter. Bonjour madame. Bonjour. Quelle est votre analyse de la crise qui secoue la France, l'Europe et même le monde entier depuis quelques jours ? Écoutez, ça fait très longtemps que le Front National annonce cette crise. C'est pas de gloire particulière d'ailleurs, ni de laurier à nous tresser. Sauf que nous avons fait une démarche différente de celle des politiques français. Nous sommes allés voir des économistes, des experts qui ne sont pas des économistes du système. Et nous avions prévu le plan d'effondrement du système monétaire international. Ça mettra quelques semaines, quelques années peut-être, mais je crois que ce système est aujourd'hui condamné. Pourquoi ? Parce que dans les années 70, on a transmis le contrôle politique aux banques et aux marchés. On a en quelque sorte privatisé l'argent public par l'intermédiaire d'une loi qui est la loi de 73, portée par M. Pompidou et M. Giscard d'Estaing, et qui oblige les États, et notamment le nôtre, à emprunter sur les marchés financiers et interdit ce qui existait avant, le financement du Trésor par la Banque de France. Eh bien aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés à ces marchés financiers qui sont, chacun l'admet, devenus fous de cupidité, ayant au fur et à mesure du temps, pour essayer de développer des profits de plus en plus exceptionnels et totalement déconnectés de l'économie réelle, créer toute une série de produits structurés, de produits spéculatifs. On a transmis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les clés du camion à des gens qui n'avaient pas le permis de conduire, quoi. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais c'est une parenthèse, et moi je voudrais le dire aux Français. Ça peut être une parenthèse. Ça a commencé dans les années 75-80, ça peut se terminer aujourd'hui. Ça ne peut être qu'une parenthèse, mais pour ça il faut que les politiques reprennent la main. Est-ce que cette crise valide votre proposition de sortie de l'euro ? Cette crise valide le fait. C'est pas tellement ma proposition de sortie de l'euro. Moi, j'ai fait un constat extrêmement sérieux, en disant l'euro n'est plus viable. D'ailleurs, il n'a jamais été viable en réalité. Et par conséquent, il faut anticiper l'effondrement de cette monnaie qu'est l'euro pour ne pas avoir à subir une crise économique absolument terrifiante. Nous devons anticiper, gouverner, c'est prévoir, et plutôt que de se laisser porter par cet effondrement, au risque encore une fois que, à nouveau, comme c'est le cas aujourd'hui, ce soit les peuples qui finissent par payer. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette question et en détail, parce qu'on voit bien qu'en ce moment se joue la question de la crédibilité du programme économique du Front National. Cette proposition particulière de sortie de l'euro, vous n'êtes pas les seuls à la faire, d'ailleurs, il faut le préciser au passage. Elle fait hurler beaucoup d'économistes qui disent que ce serait la pire des solutions. Alors, je voudrais entendre vos réponses à des arguments précis. Sortie de l'euro égale dévaluation, jusque-là vous êtes d'accord ? Non, c'est pas du tout obligatoire. Cette dévaluation pourrait intervenir, mais elle serait un acte politique, c'est-à-dire un acte volontaire. Partant du principe que l'euro est surévalué, ce que tout le monde admet, et que ceci est un obstacle considérable à toute une série de phénomènes économiques. C'est un obstacle à nos exportations, c'est un obstacle au tourisme, et par conséquent, si dévaluation il y a, elle ne serait pas automatiquement le fait du retour à une monnaie nationale, elle serait un acte politique volontaire. Que vous prendriez. Si c'est nécessaire, bien sûr. Si c'est nécessaire, je prendrai évidemment cette décision, parce qu'encore une fois, je pense que ce serait un moyen de redonner un oxygène à notre économie que nous n'avons pas aujourd'hui, parce que comme nous n'avons pas justement la maîtrise, la possibilité de laisser se déprécier ou de dévaluer notre monnaie, eh bien, il nous manque le volant, voilà, dans le camion dont je vous parlais. Non seulement on a donné les clés à des gens qui n'ont pas le permis de conduire, mais en plus, on n'a pas le volant, on n'a pas le frein, on n'a pas la pédale d'accélérateur. Nous n'avons pas les moyens de maîtriser notre politique économique et monétaire. Alors, a priori, malgré tout, s'il y a sortie de l'euro, il y aurait quasiment certainement d'évaluation, peut-être à l'issue d'une décision politique. Ça pourrait booster les exportations. En revanche, on paierait ce qu'on achète à l'étranger beaucoup plus cher. Ce qu'on achète à l'étranger, c'est les produits de vie quotidienne. C'est l'essence, c'est une partie de l'alimentation, ce sont les vêtements. Beaucoup plus cher, donc, ce qui grèverait le budget même des familles les plus modestes. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Qui dit dévaluation dit payer plus cher ce qu'on achète à l'étranger. Oui, je crois que c'est un faux argument, parce que, somme toute, est-ce que les chômeurs se posent cette question-là ? Parce que en tout cas, ils regardent leur budget. Oui, mais regardez, la vraie question aujourd'hui, c'est que nous avons un chômage qui est exponentiel. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat parce que souvent, ils n'ont pas d'emploi. C'est aussi simple que cela. Il faut donc recréer l'emploi. Or, il m'apparaît que la sortie de l'euro est nécessaire, mais qu'elle
n'est pas suffisante. Je n'ai jamais dit que c'était la solution unique qui allait régler l'ensemble des problèmes. Il faut tout un plan économique qui soit cohérent et logique, qui passe par effectivement le retour de la maîtrise de notre monnaie, le retour d'une Banque de France qui puisse prêter au Trésor sans intérêt ou à taux d'intérêt extrêmement bas, mais également une protection de nos frontières, une protection économique de nos frontières. On a le temps de revenir sur tout ça en détail. Réindustrialiser notre pays, ce qui aujourd'hui non seulement n'est pas le cas, mais c'est même l'inverse puisque nous sommes en situation de désindustrialisation massive. On va reprendre en détail notamment sur la question de la réindustrialisation et de la protection des frontières. Juste, vous n'avez pas répondu à ma question sur les conséquences d'une dévaluation et sur le fait qu'on paierait beaucoup plus cher ce qu'on achète à l'étranger. Monsieur, nous payons déjà, encore une fois, très cher. Alors, je vais vous faire deux réponses. La première réponse, c'est sur l'essence, parce que c'est souvent utilisé. Je vous rappelle que 60% du prix de l'essence, ce sont des taxes. Par conséquent, l'État peut parfaitement agir sur le prix de l'essence et agir de manière extrêmement forte. J'avais d'ailleurs proposé, quand il y a eu une explosion du prix de l'essence, la baisse de la TIPP de 20%, contrebalancée par une taxe exceptionnelle sur les profits des grandes entreprises gazières et pétrolières. Je vous signale qu'après ma proposition, c'est la Grande-Bretagne qui l'a mise en œuvre. La France, elle, ne l'a pas mise en œuvre. Est-ce qu'on peut baisser sur ce point précis, est-ce qu'on peut baisser la taxe qui ferait un gros trou dans le budget de l'État? J'entends que vous voulez le compenser. Est-ce qu'on peut taxer les compagnies dans la mesure où l'essentiel de leurs profits sont réalisés à l'étranger? Mais bien entendu, on peut les taxer. Comment dans la mesure où ces profits sont réalisés à l'étranger? Écoutez, à partir du moment où ils vendent leurs produits sur notre territoire, nous avons normalement tous les moyens d'action possibles. C'est parfaitement envisageable. Et deuxièmement, puisque vous parliez des prix des produits importés, moi je crois qu'il y a une grande escroquerie. C'est la grande distribution. Cette grande distribution qui, en réalité, par l'intermédiaire de centrales d'achat, nous a fait croire que chez elle, les produits allaient être moins chers parce qu'ils les achetaient en très grande quantité. Et on s'aperçoit, en réalité, qu'ils ont fait des profits de plus en plus importants, que les marges qui sont les leurs sont insupportables, sont presque inadmissibles, et que, somme toute, ces produits qui sont entrés massivement dans notre pays et qui ont entraîné la chute, l'effondrement de nos industries nationales, n'ont même pas profité aux consommateurs. Elles ont en réalité profité aux distributeurs. Et là aussi, il faudra que l'État tape du poing sur la table. Encore une petite question sur la dévaluation. On vient aux autres points. Puisque nous allons payer notre dette, qui est importante, comme vous le savez, en monnaie dévaluée, ça va accroître le poids de la dette publique. Quelle réponse à cet argument-là précis? Il faudrait que l'euro continue à exister d'abord. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à la suite d'une sortie de l'euro, soit l'euro s'effondre et il n'y a plus d'euro, par conséquent cet argument tombe, soit il y a une sortie concertée. On en est loin là quand même du coup. Qu'un pays sorte de l'euro, c'est possible que l'euro s'écroule à ce point-là? Vous pensez que c'est un scénario possible? Non, on n'en est pas loin du tout. Et d'ailleurs, cette situation est évoquée par un certain nombre d'autres pays. En Allemagne, ce débat fait rage. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit d'avoir ce débat, que ce débat n'est pas présenté en quelque sorte au public et que les Français n'ont pas le droit de s'en saisir. Non, les agences de notation, les grandes agences financières, croyez-moi, et les grandes banques ont déjà prévu la possibilité de l'effondrement de l'euro. Donc ça n'est pas du tout quelque chose en l'air. Bon. Et s'il y a une sortie concertée d'un certain nombre de pays de l'euro, je pense que l'euro n'existera plus et que par conséquent ce problème ne se posera pas. Alors, venons-en à l'autre point que vous évoquiez, les mesures protectionnistes, des taxes à la douane pour le dire simplement. En retour, il y aurait nécessairement des mesures protectionnistes contre la France. Notre économie dépend à peu près à un quart des exportations. Comment éviter que toutes ces entreprises qui vivent des exportations se cassent la figure? Mais monsieur, elles existent déjà. Ces mesures protectionnistes sont déjà mises en œuvre par les autres pays. C'est nous qui sommes isolés sur la scène internationale. C'est nous qui sommes en quelque sorte avec cette zone euro qui ne se protège pas et qui est ouverte à tous les vents de la mondialisation. Nous sommes une exception dans le monde. La Chine se protège, les États-Unis se protègent, le Canada se protège. Et régulièrement, lorsque des domaines économiques, des secteurs économiques de ces pays sont en danger, ils prennent des mesures protectionnistes. Ils taxent pour les États-Unis. Ils ont taxé par exemple l'importation de pneus chinois pour protéger leur économie, etc., etc. Il n'y a que nous, encore une fois, si nous décidions de mettre des protections frontières, nous ne ferions que faire ce que les autres font. Et ce que nous avons fait pendant de nombreuses années. Je vous signale qu'à l'époque où il existait des protections aux frontières, eh bien, notre balance commerciale était, n'était pas déficitaire, ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous ne pensez pas que ça se traduirait par une guerre commerciale assez violente, voire très violente, dont souffriraient
nos entreprises exportatrices, parmi lesquelles il y a les fleurons de l'économie française. Hein. Non, je ne le crois pas du tout. Et moi, ce que j'attends surtout, c'est la création de l'emploi. Si vous voulez, je suis très contente qu'on exporte, mais si les exportations ne servent pas à créer de l'emploi en France, très objectivement, ça ne répond pas à l'obligation qui est la mienne en tant qu'éventuel chef d'État d'apporter à mon pays de l'emploi pour permettre à mon peuple de pouvoir travailler et de vivre décemment de son travail. Or aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Voilà. Sur l'emploi, les dévaluations, il y en a eu dans les années 80 à l'époque de François Mitterrand, premier septennat. Elles n'ont pas empêché l'augmentation du chômage et la désindustrialisation. Très honnêtement, il y avait d'autres phénomènes qui étaient en cause en l'occurrence. Et déjà la construction européenne, je vous le signale. Bon, il y a eu En quoi à l'époque la construction européenne ? Parce qu'on était déjà... Avant que l'euro soit imposé aux Français, bon... Il y a eu un certain nombre d'années au préalable où on s'est mis dans les conditions du passage à l'euro et où on a mis en place ce qui aujourd'hui continue à mon avis à être des obstacles importants au développement économique de la France, dont ce fameux pacte de stabilité qui en réalité est un carcan dont nous sommes aujourd'hui en train de souffrir et que l'on veut absolument nous faire réintégrer avec les mesures d'austérité et de régression sociale que le président de la République va annoncer pour rassurer les marchés. Moi, ce qui m'inquiète, monsieur, excusez-moi, mais nous sommes quand même aujourd'hui dans une crise extrêmement grave. Bon. Or, je m'aperçois que le seul objectif de nos responsables politiques, depuis maintenant 4 ans, il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on fait revenir la croissance. Il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on règle le problème du chômage. Non. La seule question qui se pose, c'est comment rassurer les marchés. Comment rassurer nos créanciers, nos usuriers, et accessoirement, comment rassurer les usuriers des autres, puisqu'aujourd'hui, non seulement nous essayons de rembourser notre dette et nous n'y arrivons pas, mais nous sommes en plus obligés de rembourser la dette des autres, des voisins. Je vous rappelle quand même ça vous choque, cette solidarité européenne ? Mais c'est pas une solidarité européenne. C'est pour sauver l'euro à tout prix. Les 15 milliards que la France va verser à la Grèce, permettez-moi du peu, quand un pays est en difficulté, en règle générale, il fait pas un chèque de 15 milliards aux voisins. Ces 15 milliards, c'est pas un chèque, hein, c'est de l'argent qui est placé en garantie. C'est pas de l'argent qui sort des comptes de l'État. Non, monsieur, c'est de l'argent qui va sortir des comptes de l'État. Absolument pas. Et absolument, et d'ailleurs, il va rentrer dans le calcul de notre dette. Absolument. De notre dette, mais ça n'est pas de l'argent c'est de l'argent qui est en non, garantie. Non, monsieur, absolument, il va être versé. Il y a une partie, vous avez raison, qui est en garantie, mais il y a une partie qui sera versée. Et ces 15 milliards seront versés. Mais, excusez-moi, on est en train de nous expliquer que le Fonds de solidarité, de stabilité européenne va avoir besoin, d'ici quelque temps, de 2000 à 3000 milliards. Or, la France, c'est 20%. Ça veut dire que nous allons nous engager à éventuellement verser entre 400 et 600 milliards, l'équivalent du budget de l'État. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie de cette situation ? 01 45 24 7000 pour vos questions à Marine Le Pen, qui est notre invitée jusqu'à 9h. Vous pouvez également les poser sur franceinter.com. Karine Bécard, du service politique de France Inter, nous a rejoint et elle vous pose la première question. Oui, Marine Le Pen, moi j'aimerais revenir sur les propos de votre père après ce qui s'est passé en Norvège. Ces propos ont montré que sa parole reste libre, qu'il aime toujours les provocations verbales. Cela pourrait vous gêner tout de même dans votre campagne présidentielle. Alors, quel rôle sera celui de Jean-Marie Le Pen dans votre course élyséenne ? Non mais écoutez, moi je veux dire honnêtement, j'ai été un peu effondré de voir le niveau aujourd'hui de la classe politique française, qui est quand même capable, et particulièrement la gauche, puisque la droite n'a fait que suivre piteusement dans cette affaire, de créer une polémique de toutes pièces, dont je dis clairement aujourd'hui que l'objectif de cette polémique artificielle, c'est de faire oublier que le Parti socialiste n'a strictement rien à dire sur rien. Mais rien. Ni en matière économique, ni en matière de finances internationales, ni en matière de lutte contre l'insécurité, ni en matière d'immigration, ni en matière de pouvoir d'achat. Rien. Ils n'ont rien à dire. Alors, eh bien, il faut refaire de l'anti-Front National. Ah, parce que ça, on sait faire, hein. Avec SOS Racisme, etc., on sait faire. C'est pitoyable, piteux. Jean-Marie Le Pen est un élu. Il n'est plus le président du Front National. C'est moi qui suis présidente du Front National.
Ma parole engage donc le Front National. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un élu, qui peut faire des analyses politiques, qui en a le droit, la liberté, et je n'ai pas trouvé dans cette analyse motif à scandale. C'est si vrai d'ailleurs que la problématique de comment les États peuvent protéger leur population, soit d'un terrorisme organisé, soit d'un terrorisme lié à des actions de fous, parce que ce type qui a tué 80 personnes est un fou. Ça paraît évident à la lecture même partielle de ses écrits. Et il demande même d'être entendu par des psychiatres japonais qui sont plus à même de le comprendre. Bon, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que l'État a l'obligation de protéger la population et d'intervenir le plus rapidement possible. C'est une vraie question, ce qui s'est passé en Norvège. Parce que peut-être il y a une répercussion sur la France. Doit-on aller dans le sens de la Norvège? C'est-à-dire, doit-on, un petit peu comme l'a proposé Madame Joly d'ailleurs, démilitariser la France, supprimer la gendarmerie, continuer à baisser le nombre des policiers, désarmer nos policiers? Ou doit-on faire exactement l'inverse, à savoir se réarmer face à des actes qui sont des actes évidemment terrifiants, dramatique, et que j'ai évidemment immédiatement dénoncé en exprimant ma solidarité et ma compassion avec le peuple norvégien. L'autre aspect de la question de Karine Bécquart, c'était quel rôle votre père jouera dans votre campagne? Mais il est le président d'honneur du Front National. Il aura un rôle de conseiller parce qu'il a eu quand même un certain nombre de présidentielles derrière lui. Il a donc une grande expérience en la matière et il jouera son rôle d'élu européen, puisqu'il l'est, de président de groupe, puisqu'il l'est aussi au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Et honnêtement, il n'y a pas des jours où ça vous faciliterait la vie qu'il intervienne un peu moins? Non, je ne le crois pas. Je crois encore une fois qu'il a tout de même une expérience. Il a certes parfois une liberté de parole dont il use, et après tout, il a raison. Ça durera peut-être pas. La possibilité de parler librement dans notre pays, celle-ci se restreint de plus en plus. Mais encore une fois, il porte aujourd'hui sa parole, ses analyses. Voilà. Et moi, je suis chargé de porter celle du Front National. Question de Karine et on va au standard après. En tout cas, cette liberté de parole, votre silence, ça a donné le sentiment que les choses ne changeaient pas au Front National. Donc l'opération dédiabolisation est terminée, ça n'a pas fonctionné? Mais non, mais attendez, encore une fois, vous croyez très honnêtement que on va laisser au Parti Socialiste, au MRAP et à SOS Racisme le soin de déterminer dans notre pays ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire? Eh ben, écoutez, comptez pas sur moi pour leur laisser ce droit-là. Je crois encore une fois que tout ça était profondément artificiel, qu'ils ont besoin, comme d'habitude, de trouver un bouc émissaire à leur inertie. Aujourd'hui, ça a été nous, demain, ce sera d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français, eux, sont restés complètement imperméables à cette polémique. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est des réponses sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et l'opération sur le fait, est encore une terminée fois, que leur pouvoir d'achat s'effondre, qu'ils sont extrêmement inquiets à juste titre de la rentrée, qu'ils ne voient pas le bout du tunnel, et pour cause, puisque je vous le confirme aujourd'hui, le système ne peut pas réformer le système. Je voudrais avoir votre regard sur les événements de Londres, et est-ce que vous établissez un lien avec la tuerie de Norvège? Non, pas du tout. Absolument pas. Alors, votre analyse de ce qui se passe à Londres? Bah, écoutez, je crois que ce qui se passe à Londres est à peu près similaire à ce qui s'est passé en France en 2005. Voilà. Je pense que c'est incontestablement d'abord l'échec du multiculturalisme. Ça, c'est une évidence. L'échec d'une immigration massive. On a fait croire à des gens qu'on avait quelque chose encore à leur offrir, nous autres pays occidentaux. Or, nous n'avons plus rien à offrir. Et donc, des millions de gens sont venus dans nos pays espérant y trouver un logement, de l'emploi, un avenir. La réalité, c'est que il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de logement, et qu'on aurait donc dû leur dire la vérité à ces gens. On aurait dû leur dire: ne venez pas. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Eh bien, aujourd'hui, la situation, évidemment, s'est dégradée. Un certain nombre, et je crois que les Anglais sont assez lucides sur cette situation, un certain nombre de quartiers, comme chez nous, sont également gangrénés par la criminalité, effectivement, par des gangs qui s'organisent autour du trafic de drogue. Et il y a un lien entre cette criminalité et l'immigration?
il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Oui, parce que pour l'instant, à Londres, sûr. parmi les casseurs, on voit des populations de toutes sortes. On a du mal encore à établir leur profil. Il y a des gamins de 11 ans, il y a un peu de tout. Oui, parce donc c'est peut-être difficile de tirer des enseignements sur le multiculturalisme. Non, mais monsieur, à partir du moment où le désordre s'installe, il y a toujours un certain nombre de personnes qui vont venir spontanément participer de ce désordre. Mais je crois qu'en 2005, en France, il était tout de même clair que ces émeutes se sont déclenchées dans un certain nombre de quartiers à très forte proportion d'immigration, et c'est le cas aussi en Grande-Bretagne. Voilà, c'est un fait. Ne pas vouloir voir cela, c'est évidemment pas pouvoir trouver les bonnes solutions. Est-ce que les causes, puis après on va au standard premier, est-ce que les causes pourraient être économiques et sociales après tout, plus que liées au type de population? Économique et sociale dans le sens où, après tout, quand on a les poches pleines et qu'on est occupé toute la journée, on va pas piller les magasins. Je crois que c'est un peu facile, si vous voulez. D'abord parce que je vous signale que, pour prendre d'ailleurs l'exemple de la France, il y a des départements qui sont bien plus pauvres en France que ne le sont les banlieues françaises. Bon, et ces départements pauvres, comme la Creuse par exemple, ne brûlent pas de voitures, ne détruisent pas les écoles, les hôpitaux, ne mettent pas le feu, etc. Bon, donc ça, je ne crois pas. C'est d'ailleurs assez insultant. Je parlais de l'Angleterre, mais oui, mais c'est d'ailleurs assez insultant, si vous voulez, somme toute à l'égard des populations modestes, que de dire évidemment, comme ils sont pauvres, ce sont des délinquants. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont des délinquants, qui ne sont pas du tout pauvres, d'ailleurs, parce que, notamment, ils se sont enrichis avec des trafics divers et variés. Ce qui est vrai, en revanche, excusez-moi, et je terminerai là-dessus, ce qui est probablement vrai, en revanche, c'est qu'on a, dans beaucoup de ces quartiers, en Grande-Bretagne et en France, acheté la paix civile, à coût de milliards qui ont été déversés par l'intermédiaire de subventions à des associations diverses et variées, et que les cures d'austérité auxquelles les gouvernements ont décidé de passer à la moulinette les différents peuples, eh bien fait que quand on ne peut plus acheter la paix civile, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre civile. Voilà. Au standard, Marie Franco nous appelle de Nice. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie-Françoise. Françoise, pardon, c'était abrégé, j'ai lu bêtement. Nous vous écoutons, madame. Oui, bonjour Madame Le Pen. Bonjour Madame. Même si je ne vote pas pour vous, je dis quand même chapeau bas et respect pour ce que vous faites. Et vous poussez, je dirais, la politique un peu avec des sujets de fond que vous abordez. Alors ma question est, bien, donc nous serons sur notre île, puisque vous sortez la France de l'euro, entre guillemets, notre île, notre pays. Quelles sont les mesures concrètes que vous allez mettre en place et quel est votre programme de réindustrialisation de notre France ? Madame, d'abord, je ne crois pas qu'on puisse dire que le fait de remettre en place un protectionnisme raisonné, intelligent aux frontières, transforme notre pays en une île. Bon, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avant nous nous protégions, d'autres pays se protègent, des pays plus grands, des pays plus petits, des pays plus puissants économiquement, moins puissants économiquement, plus peuplés, moins peuplés. Bon. Au passage, on a aussi gagné de l'argent à libérer les échanges. Je ne le crois pas, moi, monsieur. Moi, je vois que tous les indicateurs économiques démontrent que l'ultralibéralisme, c'est-à-dire le libre-échange absolument sans régulation et sans contrôle et sans frontières, a entraîné ce qui n'est pas ce que je disais, l'effondrement de tous les indicateurs économiques. Mais nous avons toujours commercé. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Depuis la globalisation, elle a toujours existé. Depuis, il y a 50 000 ans, qu'un type a échangé une outre d'eau contre un silex ou un animal, on a toujours échangé. Globalement, le fait qu'il n'y ait plus de frontières économiques en Europe, puisque l'essentiel de notre économie repose sur les échanges avec l'Europe, ça nous a quand même aidé à garder des points de croissance. Non, c'est faux. Ça a effondré notre économie. Parce que le problème n'est pas la globalisation, le problème c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est la prise en main par une élite mondialisée des reines à son bénéfice exclusif et au détriment en l'occurrence des peuples. Alors cette dame vous interrogez sur la réindustrialisation, puisque donc, pour répondre précisément à votre question, si on ferme les frontières, il va falloir reconstruire des usines, reconstituer des filières, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va être compliqué. Et c'est l'État stratège que je veux mettre en œuvre. Je crois que l'État stratège doit effectivement user de ses protections aux frontières pour faire un plan de réindustrialisation de la France. Avec quels moyens aussi? Excusez-moi, ça veut dire que on va pas demain, par exemple, supprimer l'entrée sur notre territoire brutalement des t-shirts chinois, tout simplement parce qu'on n'en fabrique plus.
Et par conséquent, il faut que progressivement nous mettions en place des droits de douane pour permettre à des industries françaises de pouvoir à nouveau fabriquer tel ou tel produit et créer de l'emploi dans notre pays et retrouver encore une fois la maîtrise d'une véritable politique industrielle de notre pays. Et donc on va se servir de ces écluses douanières qui ne sont pas un barrage, qui ne sont pas le laisser-aller du torrent que l'on laisse dévaler comme l'ont fait nos gouvernants, mais qui sont des écluses faits pour régler les niveaux et participer de ce plan de réindustrialisation. Et on aura les moyens de le mettre en œuvre, ce plan de réindustrialisation. Vous connaissez la situation. Il faut que nous ayons les moyens, bien sûr. Mais vous savez, la France est riche. Vous disiez tout à l'heure, le PS parle. Là, vous me dites il faut. Mais encore concrètement, comment on fait? Monsieur, il y a de bonnes dépenses et il y a de mauvaises dépenses. Ce dont j'accuse le gouvernement, c'est de s'attaquer aux bonnes dépenses et de laisser persister les mauvaises dépenses. Bon, évidemment, il y a un choix à faire. Le choix du gouvernement, il va être de faire payer, c'est les Français qui vont payer la crise. C'est eux qui vont payer la crise bancaire. C'est eux qui vont payer la crise de la dette souveraine des États, dont Nicolas Sarkozy est le super champion, excusez-moi, il est le super champion de la dette. Puisque c'est lui qui a creusé le plus la dette de tous les présidents de la Ve République. Dans un contexte de crise. Non. C'est un champion. Si, quand même. Non, monsieur. Il a fait des choix. La niche fiscale de monsieur Copé au bénéfice des grandes entreprises du CAC 40 qui ne payent pour la plupart d'entre elles que 8% en moyenne d'impôts en France, alors que les PME, TPE en payent 33%. Est-ce que c'est une niche fiscale ou ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles font leur profit à l'étranger? d'euros au bénéfice de ceux qui sont les plus puissants et les amis du pouvoir. Ça, c'est une mauvaise dépense. L'immigration, qui coûte des milliards à notre pays, au moins 30 milliards, puisque c'est ce que dit M. Gourevitch, qui n'est pas du Front National. Bon, nous avons une évaluation... Et qui en rapporte aussi accessoirement via les impôts et les cotisations. Non, monsieur. Bien sûr que oui. Mais non, parce que la proportion de ceux qui ne travaillent pas... Pourquoi ne pas reconnaître que ça en rapporte? Effectivement, ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte aussi. Non, je vous explique qu'il y a une balance. Ça veut rien dire. Et la balance est positive en l'occurrence. Non, la balance n'est pas positive, monsieur. Ça, c'est ce que vous vend l'université de Lille, qui est tout sauf, en l'occurrence, ces chercheurs, sauf des gens qui ont travaillé sérieusement sur ce sujet. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, monsieur Leland, monsieur Gourevitch, tous sont arrivés à une réflexion, mais qui n'est pas une accusation à l'égard des immigrés, c'est pas le problème. Le problème, c'est que le regroupement familial fait que les enfants ne travaillent pas, monsieur. Enfin, pas encore en France. Je pense que Nicolas Sarkozy, compte tenu de ce qu'il veut nous imposer, peut-être en prenant exemple sur la Chine, va peut-être faire travailler nos enfants de même. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les enfants ne travaillent pas. Beaucoup de femmes ne travaillent pas. Et puis beaucoup d'étrangers ne travaillent pas. Et est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des secteurs qui ne pourraient pas tourner sans l'immigration? Non, parce que je pense que je pense que l'immigration est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires. Et ce, depuis une trentaine d'années. Et que parce qu'il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur à part... Et pour cause, monsieur, parce qu'elles sont très mal payées. Et si on augmentait les salaires que l'on propose, eh bien, très évidemment, on trouverait preneur. Mais on se sert de ces immigrés pour pouvoir peser à la baisse sur les salaires, pour essayer de dégager, une fois de plus, un maximum de profit possible. Et ça n'est pas admissible. Le Standard, Jean-Pierre nous appelle du Finistère. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour monsieur. Je voudrais d'abord vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous. Pour moi, vous êtes une femme de courage. C'est étrange, nous avons des auditeurs qui vous aiment. Si j'ai voté Sarkozy en 2007, je ne tomberai pas dans le panneau une deuxième fois, ça c'est sûr. Quelle est votre question? Ma question, Marine Le Pen, est la suivante. Si, comme je le souhaite, vous êtes au second tour de la présidentielle en 2012, accepteriez-vous que des gens de l'UMP, de la droite populaire, vous rejoignent pour faire un bloc plus solide afin de proposer des réformes qui arrêtent le déclin de ce pays? Et monsieur, j'irais même bien au-delà de ça. Moi, je ne m'attache pas aux étiquettes, ça ne m'intéresse pas. Si je suis au second tour, j'en appellerai à tous les Français. D'abord à tous les patriotes, c'est-à-dire à tous ceux qui sont conscients que la survivance, que la survie de notre nation est en jeu dans cette espèce de jeu de massacre mondialiste. J'en appellerai à tous ceux qui ont leur pays à cœur, à tous ceux qui sont de bon sens et qui sont conscients qu'on ne peut pas continuer dans un processus d'immigration massive, dans un processus d'explosion de la délinquance, dans un processus de perte de notre souveraineté monétaire, budgétaire, territoriale,
électorale législative. J'en appellerai à tout cela qu'ils viennent de droite ou de gauche. Et la question portait sur les appareils politiques. UMP, voilà. Parce que c'est une chose de s'adresser aux électeurs, après c'est une chose de... Non mais monsieur, c'est pas les Français sont libres. Je pense bien que M. Copé va pas venir spontanément me voir le soir du second tour en disant Marine Le Pen, je vais venir travailler avec vous. Bon, donc ne parlons pas des appareils, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'il y aurait quand même des passerelles, par exemple, avec la droite populaire? Mais je ne sais pas, mais c'est à eux de se regarder dans la glace et de voir si leur présence aux côtés ou au sein de l'UMP n'est pas un contresens, compte tenu des positions qu'ils expriment et dont je m'interroge de savoir si elles sont sincères, parce que la politique menée par Nicolas Sarkozy est tellement le contraire de ce que j'entends dans la bouche de M. Mariani, de M. Ciotti, etc., que c'en est spectaculaire. Toute dernière question, Karine Béquin. En même temps, vous avez espéré réussir à semer le trouble au sein de la droite populaire ou de l'UMP plus généralement. Ça n'a pas marché, ça prend pas. Et puis dans vos sondages, votre code de popularité a tendance à se tasser. Donc, mais vous avez vu ça où? Vous êtes toujours à 20 points. Je suis qu'à 20 points. Non, ça mais je connais beaucoup qui aimeraient être déjà à ce niveau-là. C'est vrai qu'on attend le second souffle. Voilà, est-ce qu'il y a un second souffle? Ce second souffle, c'est celui qui me portera à la présidence de la République. Parce que je vous rappelle tout de même que, notamment en 2002, le second tour s'est joué à 16%. Je vous le rappelle. Bon, par conséquent, moi, écoutez, moi je travaille. Voilà, c'est ça que je fais. Je regarde pas tellement les sondages, ça baisse, ça monte, etc. Ça n'a pas tellement. Non, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Moi, je trace ma route. Et je crois avoir une belle cohérence dans la route que je trace. Parce que c'est légitime de regarder les sondages quand on est un homme politique. Non, mais, effectivement, oui, tous, non, mais ce qui est disent, moi je m'en fiche, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer, c'est de voir s'il y a une dynamique, c'est de voir s'il y a une consolidation. Je remarque qu'il y a une consolidation. Je m'en félicite. J'espère qu'il y aura à nouveau une nouvelle dynamique, bien entendu. Mais l'important surtout, c'est les solutions que nous apportons aux Français et qui sont radicalement, il faut bien le dire, différentes de celles de l'UMP et du PS. Merci Marine Le Pen d'avoir été sur France Inter. Merci ce de votre matin. invitation.